Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 17h de ce 15 mars. À la une de l'actualité, projection en avant-première en France du documentaire L'Algérie, section armes spéciales, qui revient sur les atrocités commises par la France coloniale et l'emploi d'armes chimiques contre la population algérienne. Et des faits méconnus du public français. Le point avec notre correspondant sur place. Multiplication des dérives racistes au sein de la police française, l'usage excessif de la force et les contrôles aux faciès sont réguliers et découlent parfois sur des drames. Un député en a fait d'ailleurs les frais, les détails tout à l'heure. Des veaux importés du Brésil, sacrifiés localement et commercialisés par le complexe régional des viandes rouges à Omboari. Il s'agit d'un premier lot de 115 têtes importées spécialement pour le mois de Ramadan dans le but de stabiliser le marché. Et on terminera en musique et l'ambiance des soirées du Ramadan à Constantine. Le Malouf hiérois est souvent à l'honneur avec de grands noms tels que Cheikh Salim Fergani qui a ravi les spectateurs. Reportage à la fin de cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver, vous l'aurez compris, on commence par une séquence mémoire et l'Algérie, section armes spéciales est projetée en France en avant-première. Le documentaire poignant revient sur les atrocités commises par la France durant la guerre de libération nationale, en particulier l'emploi d'armes chimiques contre la population algérienne. Entre 8 et 10 000 grottes algériennes ont été contaminées par des gaz et armes chimiques, des faits longtemps gardés secrets par les autorités françaises et qui ont choqué les spectateurs. Notre correspondante Afaf Belhouchet. Dans les profondeurs d'une mémoire longtemps silencieuse, le documentaire Algérie section armes spéciales a rencontré son public lors d'une avant-première poignante. Une audience plurielle s'est rassemblée pour découvrir un film qui brise un tabou historique, l'utilisation d'armes chimiques par la France durant la guerre de libération nationale. Infection des grottes. L'infection par grenade est possible. Les résultats des essais en cours et bientôt terminés permettront de définir le produit à utiliser. Pour être franche, moi j'ai un doctorat en relations internationales de la Sorbonne, donc j'ai fait beaucoup d'années d'études d'histoire et j'ai jamais entendu parler de la guerre d'Algérie. J'ai vécu ici durant des années et il me semble que cette période-là manque. C'est ce qu'on enseigne aux étudiants. J'ai tout découvert sur les armes chimiques, sur ce qu'on nous raconte pas à l'école. Sur ce qu'on nous dit pas à l'école, sur toutes les atrocités qu'ont fait l'armée française en Algérie. Donc j'ai découvert une preuve supplémentaire en fait de ce que la France a commis comme crime là-bas. Ce qui m'a le plus marqué, c'est les émotions de tous les témoins. Tous les témoins qui ont vécu la dureté de cette guerre. Et la deuxième chose qui m'a marqué également, c'est le fait que ce soit secret, que personne ne pouvait imaginer que les armes chimiques étaient utilisées par l'État français. Comment ? Que ça a été caché ? Maintenant, oui, avec le recul, complètement. Choquer l'opinion publique française, c'est peut-être là l'une des raisons du maintien du secret défense sur les archives de la guerre de libération nationale, en dépit des annonces du président Macron concernant leur levée. Le film révèle qu'entre 8 et 10 000 grottes algériennes ont été contaminées par ces gaz. Il y en a encore beaucoup qui sont interdites à la communication au titre d'un article de la loi de 2008 qui rend incommunicables les archives qui permettent de concevoir, d'utiliser ou de localiser des armes de destruction massive. Voilà. En fait, on protège des secrets historiques derrière une disposition qui, elle, est censée protéger plutôt des secrets techniques, c'est-à-dire des recettes d'armes chimiques ou alors des secrets de fabrication des armes nucléaires. Donc voilà, en fait, ce qui reste quand même le plus dur encore, c'est d'avoir accès à toutes ces archives qui permettraient d'écrire une histoire, en tout cas
exhaustive du côté français. C'est un paravent derrière lequel on s'abrite pour éviter de mettre à jour un certain nombre d'autres secrets qui sont des secrets historiques et pas des secrets technologiques. Mais des témoins portent en eux la vérité de ces atrocités. Les récits poignants de Ammar Agoun et de Mohamed Al-Abbasi, survivants des gazages des grottes, hantent l'écran. Leurs paroles, véritables cris de mémoire, ont profondément bouleversé la réalisatrice. À titre personnel, parce que j'ai ma petite expérience de la guerre, c'est la souffrance des gens que j'ai rencontrés en Algérie. J'ai revu dans des regards d'hommes âgés, des regards d'enfants, ce qu'ils avaient vécu enfant. Donc moi j'ai trouvé ça fou, ça m'a énormément touchée, qui m'a remerciée. Et aussi les anciens combattants algériens qui m'ont remercié aussi, qui attendaient la sortie du film. Et donc voilà, je trouve émouvant, c'est le trauma quand il sort, quoi. Déprogrammé de France 5 puis mis en ligne, le documentaire suscite aujourd'hui un débat public. Sa diffusion reste en suspens, mais son message résonne bien au-delà des écrans, trouvant écho dans l'actualité palestinienne et rappelant la réalité des guerres coloniales. On voit l'actualité aujourd'hui, c'est quoi une guerre coloniale ? Quelle est la différence entre une guerre coloniale et une guerre normale ? Une guerre normale, il y a des traités. Une guerre coloniale, il n'y a pas de traité. Et c'est un sujet dont pour tout le monde, on peut imaginer son actualité. Qu'est-ce que c'est que de s'affranchir et qui s'affranchit des règles de la guerre? Donc, c'est ce qu'on appelle une guerre coloniale. Une guerre coloniale, on peut la caractériser par le fait qu'on s'affranchit parce qu'on considère que les gens en face, on n'a pas à respecter avec eux les traités qu'on signe quand on fait la guerre avec d'autres. Au-delà du silence imposé autour de ce crime colonial, au-delà des polémiques sur la censure du film, une question essentielle mérite d'être soulevée. La France a-t-elle respecté les traités qu'elle a signés? La réponse largement documentée se trouve dans ce film. En vertu d'engagements internationaux, la France s'interdit l'emploi en cas de guerre de certaines armes spéciales. Les gaz de combat, les armes biologiques. Et les actes et les incidents en lien avec le racisme explosent en France. La police française n'est pas en reste. L'usage excessif de la force et les contrôles aux faciès sont réguliers et découlent parfois sur des drames. Cette discrimination a été dénoncée au Parlement par un député, lui-même victime de racisme. Le représentant du ministre de l'Intérieur a été pointé du doigt. Ismahan Sultan Badiamani. Est-il possible qu'un policier censé rétablir l'ordre et connaître toutes les lois serait capable de menacer un parlementaire en utilisant un taser? Une question à laquelle on trouve très vite une explication, puisque cette institution dont la première mission est d'assurer la sécurité et de maintenir l'ordre travaille sous la coupe de Retailleau, ministre de l'Intérieur issu de l'extrême droite. Le député Ali Diouara s'est indigné face à ce grave dérapage et a décidé de porter cet incident devant le Parlement français dans le but d'interroger le gouvernement de droite sur les contrôles abusifs et racistes. Il a aussi dénoncé les 2 poids 2 mesures dont le traitement réservé aux citoyens. Le défenseur des droits, un homme issu de votre famille politique, menait une large enquête sur les relations entre la police et la population. Son constat était implacable. En France, un noir ou un arabe a 20 fois plus de risques de se faire contrôler que les autres. Depuis, le Conseil d'État l'a écrit noir sur blanc. Je cite, « Les contrôles discriminatoires existent et ne se limitent pas à des cas isolés. » Depuis, la France a été condamnée à de multiples reprises pour des contrôles d'identité discriminatoires. Depuis, de nombreux jeunes hommes de ce pays sont morts entre les mains de la police ou de la gendarmerie. Naël Merzouk, Cédric Chouviat, Adama Traoré, Wanis, Ali Hussein Kamara. À chaque fois, le pouvoir politique que vous représentez aujourd'hui répond à ces dérives par le silence, l'aveuglement, l'impunité. Rien d'étonnant, le représentant de Retailleau au Parlement a tourné le dos aux propos évoqués par le député. Il y a des hommes et des femmes noirs qui sont représentants du peuple dans ce pays. Il y a des femmes et des hommes d'origine arabe qui sont députés dans ce pays et nous en sommes fiers. Nous sommes fiers que notre groupe représente la société telle qu'il est. Et n'en déplaise à l'extrême droite, la France ne sera jamais une nation ethnique. Elle ne sera jamais ce à quoi ils veulent rabougrir notre pays. Et ça, c'est absolument scandaleux. Pour toutes les personnes qui nous regardent, pour tous ces millions de jeunes et moins jeunes, noirs, arabes, indo-pakistanais et racisés qui nous regardent et qui observent que
finalement, même un député aujourd'hui peut être vilipendé par nos institutions et ça c'est absolument crasse, c'est raciste, c'est discriminatoire. Le député Diouara n'est pas le seul à subir ce sort. Des centaines de jeunes vivent des situations similaires à longueur d'année, y compris des personnes aux besoins spécifiques. Et suite à cette altercation, il y a eu des violences qu'on n'a pas vues au début. Parce que la vidéo, en fait, elle dure que 2 secondes parce qu'on avait peur tout simplement de filmer. En fait, le CRS, il a tenu par le cou Raphaël, donc limite étranglé. Et c'est ça qui nous a donc au début choqués. Et c'est à ce moment-là qu'on prend le téléphone et on voit des collègues au CRS qui viennent quand même essayer d'apaiser la situation parce qu'ils comprennent que ça dégénère face à une personne handicapée. Ils ont vu que ça dégénérait, ils viennent apaiser la situation. Et malgré ça, le CRS met un coup de poing quand même à la personne handicapée. Parce que je trouve que la vidéo parle d'elle-même. En tout cas, on y voit un geste qui est disproportionné, qui n'est pas réglementaire, en tout cas dans le code de la déontologie de la police. Et quel que soit le contexte, ce n'est pas une réponse adaptée pour un fonctionnaire de police. Il y a d'autres méthodes, en tout cas pour neutraliser une personne qui a peut-être commis un délit avant. C'est pas la question. En tout cas, s'il y a délit, il peut y avoir poursuite, il peut y avoir arrestation, mais il ne peut pas avoir de violence physique comme on le voit sur cette courte vidéo. Une situation qui prouve encore une fois que la France nostalgique à son passé colonial a choisi de faire tomber les masques et de faire éclater son racisme au grand jour. L'écrivain et enseignant espagnol Luis Portillo Pascual signe un nouvel ouvrage en soutien à la cause sahraoui. Ce fervent défenseur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination dénonce les dérives de la colonisation marocaine et la spoliation des ressources des Sahraouis. Ayadahou, Yasmine Massoudi. L'écrivain espagnol Luis Portillo Pascual vient de publier un livre consacré à la cause sahraoui. À travers un recueil d'une série d'articles, il défend le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et dénonce l'occupation marocaine. Un ouvrage qui vient s'ajouter à une longue liste de travaux documentant et soutenant la lutte du peuple sahraoui. À l'international, la mobilisation se poursuit. Des parlementaires européens ont vivement critiqué le recours du Maroc à un cabinet de lobbying européen pour promouvoir l'exportation des ressources du Sahara occidental. Poissons, produits agricoles, Rabat exploite illégalement ces richesses et cherche à voiler cette spoliation. En réponse, les eurodéputés ont décidé de porter ce cabinet sur liste noire, estimant que travailler pour une puissance occupante contribue à l'instabilité et aux tensions dans le monde. Les parlementaires ont également rappelé que ce même cabinet avait déjà exercé des pressions en faveur du Maroc sur des dossiers commerciaux et agricoles, soulignant que cette affaire doit être recadrée dans le contexte de l'arrêt historique rendu par la Cour de justice de l'Union européenne en octobre 2024. Celui-ci comporte un précédent jugement de 2021 annulant l'accord de pêche et les accords commerciaux de 2019 entre l'UE et le Maroc qui incluaient illégalement le Sahara occidental occupé. Malgré ces décisions de justice, le Maroc persiste dans sa politique de pillage et de violation du droit international, continuant d'exploiter les ressources sahraouies en toute impunité. Retour dans le pays et cette opération dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays. Et des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont mis en échec hier, vendredi 14 mars, en cours lors d'une opération menée sur le territoire de la 3e région militaire. Une tentative d'introduction d'une quantité importante de drogue provenant des frontières avec le Maroc permettant de saisir 25 quintaux et 10 kg de kiff traité ainsi qu'un véhicule tout-terrain. Cette opération de qualité confirme une nouvelle fois la grande vigilance et la ferme détermination des forces de l'ANP mobilisées le long des frontières à lutter contre la criminalité organisée et de préserver la stabilité et la sécurité du pays. Commercialisation des viandes importées, spécialement pour le mois de Ramadan. Le complexe régional des viandes rouges à Ombouari a lancé la vente à des prix permettant de préserver le pouvoir d'achat des citoyens. Il s'agit d'un premier lot de veau en provenance du Brésil, sacrifié localement. Abdelrahman Chebah, Badia Amarti.
Sur un total d'environ 3000 têtes bovines qui seront importées du Brésil par l'Algérienne des viandes rouges, un premier lot de 115 veaux est déjà acheminé au complexe régional de Ain Mlila où il a été procédé à leur sacrifice avant de les commercialiser à des prix soutenus. Les services de la direction du commerce d'Oum El Bouaqi, en coordination avec les services de l'agriculture, ont réceptionné la première cargaison de veaux vivants importés du Brésil. Le rituel du sacrifice a été entamé, de même que la commercialisation de la viande. Cette opération vise à renforcer la filière des viandes rouges et à assurer l'approvisionnement régulier du marché local en ce produit, notamment en ce mois de Ramadan. C'est dans cet abattoir que la viande est coupée avant de passer par un contrôle de qualité rigoureux. S'ensuit l'opération d'estampillage et de commercialisation. Nous contrôlons les veaux avant et après le sacrifice. Comme vous le voyez, nous procédons au contrôle sanitaire de ces viandes avant de les mettre à la disposition des consommateurs. Cette opération a pour objectif de soutenir le pouvoir d'achat des citoyens. Afin de préserver la stabilité du marché national en viande rouge, les pouvoirs publics procèdent de façon régulière à l'importation de milliers de têtes de cheptel pour satisfaire les besoins des citoyens et soutenir leur pouvoir d'achat. On s'intéresse ce soir au travail durant Ramadan. Concilier jeûne avec nos tâches quotidiennes peut s'avérer difficile, notamment pour les métiers dits pénibles. Et pour bien appréhender ces journées durant Ramadan, il est recommandé de les planifier intelligemment et de s'organiser. C'est en tout cas ce que tentent de faire nos protagonistes dans le reportage de Yasmine Ramali. Certains métiers demeurent discrets tout en étant essentiels, à l'image du métier de boulanger. En effet, les boulangers assurent un service indispensable en façonnant chaque jour différentes sortes de pain qui accompagnent nos repas. Un travail exigeant, rythmé par la chaleur des fours et les cadences soutenues, qui devient encore plus éprouvant durant le mois sacré du Ramadan. Ces artisans, souvent à jeun, travaillent dès l'aube et bien après le coucher du soleil, conjuguant fatigue, dévotion et devoirs professionnels. Entre l'iftar et le jeûne, le corps et l'esprit endurent soif, chaleur et pression avant le répit du premier repas. Face à la chaleur, nous nous répartissons en deux groupes. Les uns débutent à l'aube, les autres en début d'après-midi, pour mieux gérer les efforts sous des températures élevées. Pendant le Ramadan, j'essaie de les répartir en deux groupes afin de maintenir une bonne ambiance de travail et d'assurer une meilleure organisation. Autre secteur d'activité qui nécessite bravoure et patience pendant le Ramadan, le bâtiment. Durant le mois sacré, les travailleurs font face à des conditions de travail exigeantes. Le jeûne peut accentuer les risques de déshydratation et de baisse de vigilance, augmentant ainsi le potentiel d'accident sur les chantiers. Si certains ressentent une fatigue accrue, d'autres parviennent à s'adapter en ajustant le rythme et en puisant dans leur endurance. Malgré ces défis, leur engagement et leur capacité d'adaptation témoignent de leur résilience et de leur dévouement professionnel. Moi, le jeûne ne me dérange pas, bien au contraire. Il représente à la fois une récompense spirituelle et donne encore plus de valeur au travail accompli. La faim et la soif m'affectent, mais je travaille du matin jusqu'au soir, car le travail est un devoir. Cette année, nous avons un climat agréable, ce qui nous évite de grandes difficultés. Cependant, certains en ressentent les effets, tandis que d'autres non. Malgré la fatigue et les contraintes du jeûne, nombreux sont les travailleurs qui assurent le bon déroulement de leurs tâches quotidiennes, témoignant d'une endurance et d'un dévouement exemplaire. Sport et tennis, Night Session revient pour la 3e année consécutive. 200 joueurs s'affrontent dans un format exceptionnel. La compétition se poursuit au tennis club. C'est ouverte la semaine dernière au tennis club de Ben Aknoun qui reçoit le public après la rupture du jeûne dans un cadre agréable. Lamia de Bouddha. Les participants évolueront dans des cours entièrement rénovés pour l'occasion. Inès Gapsi est ravie de se retrouver à nouveau au tennis club de Sidi Fradj.
Ça fait plaisir déjà de me retrouver ici sur le terrain après 13 ans. Et comme vous voyez, il y a une bonne ambiance avec les familles et tout. Mouad Badache, jeune espoir du tennis algérien, s'est bien défendu face à un adversaire de taille, Houssam Eddine Rahal. لعبت قاوس عندي سيت نربح mais la غالب il joue très bien. J'ai pu faire mon jeu et gagner. Ouais, c'est un peu difficile, 12 heures de jeûne après venir jouer un match le soir, c'est très compliqué. Mais ça va, ambiance, belle ambiance ici. Toute cette compétition est bien sûr sous l'œil vigilant et aguerri des juges arbitres. Il y a 4 arbitres qui gèrent ce tournoi. Il y a l'arbitre Sherifa qui est white badge, juge arbitre et arbitre de chaise. Et un autre arbitre white badge également. Et 2 arbitres green badge. Donc tous les arbitres qui gèrent ce tournoi, c'est des arbitres badgés au niveau international pour la Fédération internationale de tennis. Night Session se veut un événement incontournable où sport, détente et convivialité sont au rendez-vous. C'est très agréable, oui, et sécurisé surtout le soir. Et on invite tout le monde à venir. Pour la night session, il y a, comme on appelle, les Layali Night Session. Il y a des jeux, il y a de l'animation, il y a du billard, du ping-pong, un tournoi de beach tennis. Ouvert dès 20h30 jusqu'au Shour, venez vivre une expérience sportive et festive unique dans un cadre agréable. On va à présent à la découverte de l'ambiance des soirées du Ramadan à Constantine. Le Melouf, hierois, est souvent à l'honneur, au grand bonheur des amateurs de ce genre musical. Hier, c'était Cheikh Salim Fergani qui a ravi les spectateurs. Reportage de Smaïl Belkhaïdi. L'ambiance était conviviale à la maison de la culture Melk Haddad de Constantine où le Melouf était à l'honneur avec l'une des icônes de ce genre musical. Donc انا والله متعود كي نجي surtout في رمضان surtout les soirées تاع رمضان صراني franchement ça me réjouit de voir le grand public, le large public. Alors ça me donne envie de chanter à Melk Haddad. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est pas immense. C'est convivial, il y a une intimité, c'est convivial. Et puis, c'est un tout. Hein. L'atmosphère, elle est bien aussi. حنا كموش الجمهور تاعنا حنا ما نكونوش لما نغنيو للجمهور الجمهور العريض والمحب الفن الأصيل. كل داعي كان قديها بلا جراد العين يا مسكون فجراد دمعي مسكوب. Enchanté de revoir sur scène Cheikh Salim Fergani, le public présent n'a pas tari d'éloges sur la prestation du maître. C'est toujours un plaisir d'assister aux soirées constantinoises, à Melk Haddad ou une autre au théâtre. Et aujourd'hui, c'est une soirée un petit peu spéciale parce qu'il y a quand même, c'est une icône du Melouf qui est quand même Salim Fergani. Voilà, donc on est fan. السهرة الكيف لا كلاس سليم كيما باباه حاجة une belle soirée والله على الكيف. الله يبارك ما شاء الله سهرة زينة وفاجينا على قلبنا والحمد لله يا رب العالمين. تقريبا تاع قسنطينة هذه دي تراديسيون كونستانتينواز. C'est une soirée ramadanesque. Je suis contente d'assister. لا تراديسيون تاع قسنطينة صراحة كي يجي سليم يجي قسنطينة. C'est un cheikh au sens plein et au sens noble du terme. C'est de la bonne musique. Et c'est d'excellente facture même. Le programme des soirées constantinoises continue d'harmoniser les mélomanes et le Melouf. On
on se quitte sur cette belle musique. Merci d'avoir suivi notre journal. Je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.